Mon nom est Jonathan Meyers. J'ai 32 ans et il y a 15 ans, mes parents m'ont regardé dans les yeux et ont choisi mon frère plutôt que moi. Ils ne l'ont pas seulement choisi. Ils m'ont effacé pour lui faire de la place. La semaine dernière, ces mêmes personnes sont entrées dans une salle de conférence à Seattle, s'attendant à hériter d'une fortune de l'homme qui m'a sauvé la vie. Avant de vous dire comment le visage de l'avocat est devenu blanc quand j'ai jeté la vérité sur la table, je dois savoir quelque chose. D'où regardez-vous en ce moment? Laissez votre ville ou votre état dans les commentaires. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait dans cette salle de conférence, il faut comprendre la table de cuisine dans le sud-est de Portland au printemps 2010. J'avais 13 ans. C'est un âge difficile pour n'importe quel enfant. Mais dans le foyer Meyers, c'était un champ de bataille. Je ne savais tout simplement pas que j'étais le seul sans armure. Mon frère Tyler avait 15 ans. Aux yeux de ma mère Sandra, Tyler était le fils, et le reste d'entre nous n'étions que des planètes assez chanceuses pour orbiter autour de lui. C'était l'athlète, le garçon en or. Mon père, Richard, acquiesçait simplement à tout ce que Sandra disait. C'était un mécanicien qui rentrait à la maison, buvait une bière et hochait la tête. Si Sandra disait que le ciel était vert, Richard complimentait la nuance d'émeraude. J'étais l'erreur. J'étais le déficit budgétaire. C'était un mardi d'avril. Je m'en souviens parce qu'il pleuvait. Cette pluie persistante et grise de l'Oregon qui vous pénètre jusqu'aux os. J'avais couru jusqu'à la maison depuis l'arrêt de bus, serrant une grande enveloppe épaisse à l'intérieur de ma veste pour la garder au sec. J'ai fait irruption dans la cuisine. Ma mère coupait des oignons pour le pain de viande. Tyler était assis à table, faisant défiler son téléphone, les pieds sur une chaise. Je l'ai, ai-je dit, essoufflé. J'ai claqué l'enveloppe sur la table. L'Académie des STEM de l'Oregon. Je suis entré. Ma mère n'a pas arrêté de couper. C'est bien, Jonathan. Ne mets pas de papier mouillé sur la table. Non, maman. Tu ne comprends pas, ai-je dit, en l'ouvrant en déchirant. C'est le programme résidentiel à l'Oregon State, 6 semaines. Codage avancé, robotique. Et regarde, j'ai sorti la lettre d'acceptation, lissant le pli. Bourse complète pour les frais de scolarité, ça couvre les cours. Tyler a reniflé sans lever les yeux. Camp de nerfs. Amuse-toi bien avec les vierges. Tais-toi, Tyler. J'ai dit, mais j'étais trop heureux pour le laisser tout gâcher. Maman, regarde. Ça vaut $4000. Sandra a finalement posé le couteau. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon et a ramassé la lettre. Elle l'a parcourue, son visage illisible. J'ai attendu un sourire. Un bien joué. N'importe quoi. Il est écrit ici, dit-elle en tapotant une ligne avec son ongle. Que la bourse couvre les frais de scolarité. Elle ne couvre pas la chambre et la pension ni les frais de matériel. Oui, ai-je dit, mon cœur s'arrêtant un peu. Mais c'est la plus petite partie. C'est. Laisse-moi voir. J'ai regardé le papier. C'est $1200 pour la chambre et la nourriture pour 6 semaines et 3 cents pour le kit de robotique. Donc, $1500 au total. Je l'ai regardé, plein d'espoir. J'ai $300 économisés en tondant des pelouses. J'ai juste besoin que vous couvriez le reste. C'est un investissement, maman. C'est pour l'université. Sandra a laissé tomber la lettre sur la table comme si c'était une facture qu'elle ne voulait pas payer. Elle a regardé Tyler. Tyler est entré au camp de football d'élite en Californie. Dit-elle. Mon estomac s'est noué. Ok, c'est 3 semaines, dit Tyler, levant enfin les yeux. Il avait ce sourire suffisant qui me donnait toujours envie de le frapper. Des recruteurs de l'USC et de l'Oregon seront là. C'est du sérieux. Combien ça coûte, ai-je demandé. 2000, dit ma mère. Plus le billet d'avion et le nouvel équipement. J'ai fait le calcul dans ma tête. Ok, donc le camp de Tyler coûte environ $3000. Le mien coûte 1200. Ne pouvons-nous pas faire les deux? Mon père est entré à ce moment-là, essuyant de la graisse de ses mains avec un chiffon, il a pris une bière dans le réfrigérateur. Faire les deux quoi? Jonathan veut aller au camp scientifique, dit maman, sa voix plate.
Il a besoin de $1200. Nous ne l'avons pas, dit papa immédiatement. Crac. Zip. L'argent est serré, John. Tu sais ça. Mais vous envoyez Tyler en Californie, ai-je crié. L'injustice m'a frappé comme un coup physique. Ça coûte 2 fois plus cher et il n'a même pas eu de bourse. J'ai gagné ça. J'ai battu 2000 autres enfants. Baisse la voix. Maman a claqué. Ses yeux sont devenus froids. Tyler a un avenir dans le football. Cette bourse est de l'argent réel à long terme. Nous devons établir des priorités. Nous ne pouvons pas vous envoyer tous les deux. Alors envoyez-moi, ai-je supplié. J'ai vraiment eu la récompense. Tyler s'est juste inscrit. Surveille ta bouche. Tyler s'est levé, s'approchant de moi. Il était plus grand, plus large. C'est moi qui vais vraiment faire quelque chose de ma vie. Qui se soucie des robots? Diana, dit maman. Elle me confondait parfois avec sa sœur quand elle était en colère, mais elle s'est corrigée. Jonathan, tu refuseras l'acceptation. Dis-leur que tu ne peux pas y aller. Peut-être l'année prochaine. Il n'y a pas d'année prochaine pour ce programme. C'est pour les élèves de 8e année. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, chaudes et humiliantes. Pourquoi obtient-il toujours tout? Pourquoi suis-je toujours celui qui doit abandonner? Parce qu'il a du potentiel, a crié maman, claquant sa main sur le comptoir. Le son a résonné dans la petite cuisine. Il a du talent. Toi. Tu es juste intelligent. L'intelligence ne paie pas les factures, Jonathan. Le charisme le fait. Le talent le fait. Maintenant, va te laver pour le dîner. Je les ai regardés, tous les trois. Une unité, un triangle qui n'avait pas de place pour un carré. Non, ai-je dit. Le silence fut instantané. Même le réfrigérateur semblait arrêter de ronronner. Excuse-moi, demanda papa, abaissant sa bière. J'ai dit, non, je ne le refuse pas. Cette bourse n'est pas votre argent à rediriger. Je l'ai méritée. Elle est à moi. Si vous ne payez pas la chambre et la pension, je demanderai à l'oncle Harold. Le visage de ma mère devint livide. L'oncle Harold était le frère aîné de mon père. Il ne s'était pas parlé depuis 8 ans. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je savais juste que son nom était un gros mot dans notre maison. Tu ne le feras pas, siffla-t-elle. Tu ne divulguerais pas nos affaires familiales à cet homme. Alors payez le camp, ai-je crié. Traitez-moi équitablement pour une fois dans votre vie. Ma mère contourna l'îlot. Elle s'arrêta à quelques centimètres de mon visage. Je pouvais sentir les oignons sur ses mains. Si tu ne peux pas te sacrifier pour cette famille, dit-elle, sa voix tombant à un murmure terrifiant. Alors tu ne fais pas partie de cette famille. J'ai pensé qu'elle dramatisait. J'ai pensé que c'était juste une autre dispute. Je suis monté à l'étage, j'ai claqué ma porte et je me suis jeté sur mon lit. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme, serrant cette lettre d'acceptation. Je ne savais pas qu'en bas, un coup de fil était donné. Je ne savais pas que mon père signait un papier sur la table de la cuisine. 3 jours plus tard, je suis rentré de l'école. J'ai remonté l'allée et j'ai vu quelque chose d'étrange. 2 sacs poubelles noirs étaient posés sur le porche. Ils avaient l'air grumeleux, difformes. J'ai monté les marches, mon cœur battant un rythme étrange contre mes côtes. J'ai reconnu le coin de mon couvre-lit à carreaux qui dépassait d'une déchirure dans le plastique. J'ai essayé la porte d'entrée. Verrouillée. J'ai frappé. Maman, papa. Rien. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé à l'intérieur. La maison était sombre, mais j'ai vu du mouvement dans la cuisine. Ma mère était là, les bras croisés, me regardant. Elle est venue à la porte et l'a ouverte à peine, gardant la chaîne. J'ai appelé Harold, dit-elle. Aucune émotion, juste les affaires. Il a accepté de te prendre. Il sera là à 6 heures. Quoi? J'ai reculé. Maman, de quoi parles-tu? Nous ne pouvons pas te gérer, Jonathan. Tu es perturbateur. Tu es égoïste, et nous ne pouvons pas te permettre. Elle me regarda comme si j'étais un étranger sollicitant des dons. Tu as fait ton choix. Tu voulais l'aide de Harold. Maintenant tu lui appartiens.
Désormais, tu es son problème. Elle a claqué la porte. J'ai entendu le pen dormant se fermer. Maman. J'ai frappé sur le bois. Maman, arrête. Je suis désolé. Je n'irai pas au camp. Maman. Rien. J'ai couru dans le jardin. La porte coulissante en verre était barrée d'un morceau de bois. J'ai couru à l'avant. J'ai levé les yeux vers le 2e étage. Le rideau de la chambre de Tyler a bougé. Je l'ai vu. Il se tenait là, me regardant. Tyler. J'ai crié, Tyler, laisse-moi entrer. Dis-leur de me laisser entrer. Il m'a regardé. Son visage était pâle. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se retourner et courir en bas pour me sauver. Nous étions frères. Nous avions partagé une chambre pendant 10 ans. Puis il a tendu la main et a tiré les rideaux. Il m'a tourné le dos. Je me suis assis sur les sacs poubelles. Il a recommencé à pleuvoir. Je suis resté là pendant 4 heures. Le soleil s'est couché. Les lampadaires se sont allumés. Les voisins passaient en voiture, ralentissant pour regarder les enfants assis sur des sacs poubelles sous la pluie, mais personne ne s'est arrêté. Mes parents étaient à l'intérieur en train de regarder la télé. Je pouvais voir le scintillement bleu de l'écran à travers les stores du salon. Ils regardaient American Idol. Je connaissais l'horaire. Ils dînaient sans moi. J'avais 13 ans. Et j'ai réalisé avec une clarté qui a brisé mon enfance que j'étais sans abri. À 21h45, une Honda Accord grise a tourné dans notre rue. Elle roulait lentement, vérifiant les numéros des maisons. Elle s'est garée dans l'allée. Les phares ont balayé sur moi, me rendant aveugle pendant une seconde. Un homme est sorti. Il était grand, portait un imperméable beige et des lunettes. Il ressemblait à mon père, mais plus net, plus propre. Il a remonté l'allée, ignorant la pluie. Il a regardé la maison, puis les sacs poubelles, puis moi. Je tremblais tellement que mes dents claquaient. Oncle Harold? Il n'a pas dit un mot. Il s'est agenouillé sur le béton mouillé juste devant moi. Il a retiré son imperméable et l'a enroulé autour de mes épaules. Il était chaud et sentait la menthe poivrée et le vieux papier. Il m'a regardé dans les yeux. Ses yeux étaient gentils. Tristes mais gentils. Prends les sacs, John, dit-il doucement. Ils m'ont vraiment mis dehors, ai-je demandé, ma voix craquant. Harold regarda la maison sombre. Il regarda la porte qui restait fermée. Viens, mon garçon, dit-il. Rentrons à la maison. Il ne parlait pas de cette maison. Il parlait de sa maison. Je me suis installé sur le siège passager de la Honda. Alors que nous reculions de l'allée, j'ai regardé ma maison d'enfance une dernière fois. La lumière du Porsche ne s'est jamais allumée. Ce fut la nuit où Jonathan Meyers mourut, et où quelque chose d'autre naquit. Le trajet jusqu'à Seattle a duré 3 heures. Harold n'a pas mis la radio à fond. Il ne m'a pas posé 20 questions. Il s'est arrêté à un dîner près de l'I5 et m'a acheté un hamburger et un milkshake. Il m'a regardé manger comme un animal affamé. Je sais que tu as peur, dit-il en remuant son café. Mais tu dois savoir quelque chose. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute. Ils ont dit que j'étais égoïste, ai-je marmonné en essuyant du ketchup de mon menton. Ce sont des imbéciles, dit Harold. L'acier dans sa voix m'a surpris. Et ils sont fauchés. Pas seulement en argent, mais en esprit. Tu es mieux, Jonathan. Ça ne te semble pas être le cas maintenant, mais tu le es. Harold vivait dans le quartier de Ballard à Seattle. Sa maison n'était pas un manoir. C'était une solide maison d'artisan à 2 étages avec un porche enveloppant et un garage détaché. Elle était remplie de livres, de piles de revues d'architecture, de biographies, de livres d'histoire. C'est ta chambre, dit-il en ouvrant une porte au 2e étage. C'était propre. Il y avait un bureau, un lit avec une vraie courte pointe, pas un sac de couchage, et une fenêtre qui donnait sur le Puget Sound. Nous laverons tes vêtements demain, dit-il. Dors bien. Je ne pensais pas pouvoir dormir, mais dès que ma tête a touché l'oreiller, je me suis évanoui. Je me sentais en sécurité. Pour la première fois depuis des années, je ne marchais pas sur des œufs. Au cours des semaines suivantes,
j'ai appris qui était vraiment mon oncle Harold. Mon père l'avait toujours appelé Harold le snob ou le pingre. La vérité était que Harold était un génie. Il avait commencé avec rien, travaillant de double quart dans une scierie, économisant chaque centime jusqu'à ce qu'il puisse acheter un petit duplex. Il vivait dans une moitié, louait l'autre. Puis il en a acheté un autre et un autre. En 2010, il possédait Meyers Property Holdings. Il avait 12 propriétés commerciales et 3 complexes d'appartements à travers Seattle. Il n'était pas tapa accent grave l'œil. Il conduisait cette Honda Accord grise jusqu'à ce que les roues tombent pratiquement. Il portait des costumes de Macy's, mais il valait des millions. Il ne m'a pas seulement donné une chambre, il m'a donné une vie. Il a payé pour le Canstem. Il m'y a conduit lui-même. Quand je suis revenu, il m'a posé des questions sur chaque projet. Il écoutait vraiment. Tu as l'esprit des systèmes, John, m'a-t-il dit un soir autour d'une partie d'échecs. Tu vois comment les choses se connectent. C'est une compétence rare. Ne la gâche pas. Je ne l'ai pas fait. Je me suis jeté à corps perdu dans l'école. Je voulais prouver à mes parents qu'ils avaient tort. Je voulais prouver que l'enfant de rechange valait quelque chose. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion. Mes parents n'étaient pas là. Harold était assis au premier rang, rayonnant, tenant un caméscope. Je suis allé à l'université de Washington. J'ai étudié la finance et la comptabilité. J'ai obtenu mon diplôme avec mention summa cum laude. Harold était là. J'ai obtenu ma licence de CPA. J'ai travaillé dans un grand cabinet comptable pendant 2 ans. Des heures éreintantes à apprendre les rouages de la finance d'entreprise. En 2021, Harold m'a appelé dans son bureau. Il avait 68 ans et ralentissait. J'ai besoin d'un directeur financier, John, a-t-il dit. Je suis fatigué de traiter avec des consultants externes qui ne se soucient pas des locataires. Viens travailler avec moi. J'ai démissionné de mon emploi le lendemain. J'ai repris les finances de Meyers Property Holdings. J'ai modernisé nos systèmes, renégocié nos dettes et étendu notre portefeuille au marché de l'East Side. Sous ma surveillance, la valeur de l'entreprise est passée de 18 millions à 23,7 millions de dollars en 4 ans. J'avais 26 ans et je gérais un portefeuille de plusieurs millions de dollars. J'ai acheté mon propre appartement à Bellevue. J'ai acheté une belle voiture, pas une Ferrari, juste une Audi A6 solide. Je construisais une vie. Mais il y avait un vide, un silence là où ma famille était autrefois. En 15 ans, ma famille biologique m'a contacté exactement 3 fois. La première fois, c'était en 2012. J'avais 15 ans. Ma mère a appelé la ligne fixe de Harold. J'ai décroché. Bonjour, Harold. Silence, puis. Oh, ton oncle est là. Non. Comment vas-tu? Non, tu me manques. J'ai tendu le téléphone à Harold. J'ai écouté depuis le couloir. Non, Sandra, a dit Harold, sa voix froide. Je ne te prêterai pas 5000 $. Je me fiche que Richard ait perdu son emploi. Ce n'est pas mon problème. Non, tu ne peux pas lui parler. Tu as perdu ce privilège. Il a raccroché. Il m'a regardé, sa mâchoire serrée. Il voulait de l'argent pour une nouvelle transmission pour le camion de Tyler. La deuxième fois, c'était en 2016. J'ai reçu une lourde enveloppe crème par la poste, une invitation de mariage. Tyler Meyers et Ashley Williams. Il n'y avait pas de mots, pas de message personnel, juste un lien de registre pour William Sonoma. Il voulait un mixeur à 4 cents $. Je l'ai jeté à la poubelle. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'y suis pas allé. La troisième fois, c'était en 2020. Ma mère a envoyé un email à mon adresse professionnelle. Elle l'avait sûrement trouvé sur le site web de l'entreprise. Objet, vu dans le journal. Jonathan a vu l'article sur le nouveau projet de bâtiment. Tu as l'air bien. Nous devrions nous rattraper un jour. Ton père ne va pas très bien avec son dos. J'espère que tu es heureux, maman. J'espère que tu es heureux. Ça sonnait comme un défi. Je l'ai supprimé. Mais il y avait quelque chose que je ne savais pas. Une manœuvre juridique secrète que Harold avait exécutée il y a des années.
Cela a commencé en 2010. Cette première semaine où je suis arrivé. Harold a fait venir un avocat à la maison. J'ai dû m'asseoir dans le salon pendant qu'il discutait de la tutelle. Puis en 2012, quand j'ai eu 15 ans, Harold m'a emmené au palais de justice. « Que faisons-nous ici ?» ai-je demandé. « Nous nous assurons que tu es en sécurité », a-t-il dit. De façon permanente. Nous sommes passés devant un juge. Il y avait des papiers. Beaucoup de papiers. Le juge m'a demandé si j'étais d'accord. J'ai dit oui, même si je n'en comprenais pas entièrement l'ampleur à l'époque. Je pensais que c'était juste de savoir qui signait mes bulletins scolaires. Je n'ai réalisé que bien plus tard que le document que j'ai signé ce jour-là était un bouclier. Un bouclier contre les vautours. Avance rapide jusqu'à l'été 2024. Harold a commencé à être essoufflé. Sa cheville a enflé, insuffisance cardiaque congestive. Les médecins lui ont donné 6 mois. J'ai emménagé de nouveau dans la maison à Ballard pour prendre soin de lui. Je gérais l'entreprise depuis la table de sa salle à manger. Nous avons passé les nuits à parler. Il m'a raconté des histoires sur son enfance, sur la façon dont mon père, Richard, avait toujours été le charmant, celui qui empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais. Richard a un trou dans sa poche et un trou dans son âme, a dit Harold, branché à son réservoir d'oxygène. Il sent que le monde lui doit quelque chose. Ne le laisse jamais te faire sentir que tu lui dois quelque chose. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Une nuit de janvier 2025, Harold m'a attrapé la main. Sa prise était faible. John, a-t-il sifflé. Quand je partirai, ils viendront. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils ne nous ont pas parlé depuis des années, oncle Harold. L'argent a une odeur, a-t-il murmuré. Il attire les prédateurs. J'ai tout mis en place, John. J'ai construit les murs, mais c'est à toi de fermer la porte. Promets-moi que tu ne les laisseras pas prendre ce que nous avons construit. Promets-moi que tu ne transigeras pas. Je le promets, ai-je dit, retenant mes larmes. Je ne leur donnerai pas un centime. Il a souri. Bien. Les dossiers sont dans le coffre-fort. Le dossier doré. Ne l'utilise que si tu y es obligé. Harold Raymond Meyers est décédé le 28 février 2025. Il est mort dans son sommeil pendant que je lui lisais un livre d'histoire sur la construction de la Space Needle. J'étais seul. Le silence dans cette maison était assourdissant. Je l'ai enterré 3 jours plus tard. Ce fut un petit service. Son personnel est venu. Ses locataires sont venus. La barista du café où il allait depuis 20 ans est venue. Mes parents ne sont pas venus. Tyler n'est pas venu. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il resterait loin pour toujours. J'avais tort. 1 semaine. C'est le temps qu'il a fallu. Le 7 mars, j'étais assis dans le bureau de Harold. Mon bureau maintenant. Fixant un renouvellement de bail pour un entrepôt à Sodo. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu de la région de Portland, indicatif 503. Je savais. Mon estomac s'est serré. J'ai répondu. C'est Jonathan. Jonathan. La voix était indubitable. Elle était rauque, un peu plus aiguë que dans mes souvenirs, mais c'était elle. Sandra. Bonjour, Sandra, ai-je dit. J'ai gardé ma voix neutre, professionnelle. Sandra, elle avait l'air offensée. C'est comme ça que tu appelles ta mère? Tu as perdu le titre de maman quand tu m'as mis sur le trottoir, ai-je dit. Que veux-tu? J'ai entendu parler de Harold, a-t-elle dit. Son ton a changé, devenant sirupeux, faux, triste. Je suis tellement désolé, Jonathan. Je sais que vous étiez proches. Nous voulions venir aux funérailles, mais nous ne savions pas quand elles avaient lieu. C'était en ligne, ai-je dit. Si tu t'en souciais, tu aurais cherché. Eh bien, les choses ont été folles ici, a-t-elle soupiré. Le dos de ton père est terrible. Et Tyler, eh bien, l'économie est difficile, mais nous sommes une famille. Nous devrions être là les uns pour les autres en période de deuil. J'ai attendu. Je savais que le pivot allait arriver de toute façon. Elle a continué. Je suppose qu'il va y avoir une lecture du testament.
En tant que seul frère vivant de Harold, ton père veut lui rendre hommage et s'assurer que tout est géré correctement. Tout est géré, ai-je dit. Vous n'avez pas à vous en soucier. En fait, sa voix s'est durcie, le sirop se dissolvant instantanément. Nous le faisons. Nous avons le droit d'être là. Nous avons engagé une représentation, Jonathan, juste pour nous assurer que tout est juste. Représentation? J'ai failli rire. Vous avez engagé un avocat, Monsieur Victor Harrington, a-t-elle dit d'un air suffisant. Il dit qu'en tant que famille immédiate, nous avons des droits, surtout depuis que Harold était malade à la fin. Nous sommes préoccupés par l'influence indue. Mon sang s'est glacé. Influence indue. C'était le terme juridique pour manipuler une personne malade afin qu'elle change son testament. Elle m'accusait de profiter de l'homme qui m'avait sauvé. Ne venez pas à Seattle, Sandra, ai-je dit. Nous vous verrons le 14, a-t-elle dit. Nous connaissons la date. Monsieur Harrington a passé quelques appels. Elle a raccroché. Je suis resté là, tremblant, non pas de peur, mais de rage. Il ne se souciait pas qu'il soit mort. Il ne se souciait que de ce qu'il avait laissé derrière lui. J'ai immédiatement appelé Margaret Morrison. Margaret était l'avocate successorale de Harold, une femme à l'esprit vif d'une soixantaine d'années qui me connaissait depuis mon adolescence. Je suis allé à son bureau dans le Columbia Center une heure plus tard. Ils ont déposé une contestation, a dit Margaret, glissant un document sur son bureau en acajou poli. Victor Harrington, je le connais, c'est un pitbull. Pas le plus intelligent, mais bruyant. Que réclame-t-il? Que vous avez isolé Harold. Margaret a expliqué que vous l'avez empoisonné contre son frère. Ils soutiennent que la succession devrait suivre les lois sur la succession ab intesta, ce qui signifie que si le testament est invalide, il revient aux proches parents, ce qui serait Richard. C'est un mensonge. Harold les haïssait, ai-je dit. Je le sais. Vous le savez, a dit Margaret calmement. Mais le prouver devant un tribunal peut prendre des années. Ils le savent aussi. Ils cherchent un règlement, Jonathan. Ils veulent que nous leur fassions un chèque de 500 000 $ juste pour qu'ils disparaissent. Non, ai-je dit. C'est la décision logique, a conseillé Margaret doucement. La succession est gelée tant que cela est contesté. Cela pourrait vous coûter plus cher en frais juridiques de les combattre. Je m'en fiche, ai-je dit. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Seattle s'étendait en dessous de moi, grise et magnifique. Harold m'a fait promettre. Il a dit de ne pas leur donner un centime. Si je règle, j'admets que j'ai fait quelque chose de mal. J'admets que je l'ai manipulé. Je me suis tourné vers elle. Nous nous battons. Je veux que la lecture du testament ait lieu. Je veux qu'il soit dans la pièce. Margaret m'a étudié par-dessus ses lunettes. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. J'espérais que tu dirais ça. Harold l'espérait aussi. Que voulez-vous dire? Harold a laissé des instructions pour ce scénario exact. Elle a dit qu'il appelait ça l'option nucléaire. Je me suis souvenu des mots de Harold. Le dossier doré. J'ai le dossier, ai-je dit. Il est dans le coffre-fort de la maison. Apporte-le, a dit Margaret. Et Jonathan, mets ton plus beau costume. Cette nuit-là, j'ai ouvert le coffre-fort mural dans le bureau de Harold. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe manie jaunie étiquetée Richard et Sandra. Ne pas ouvrir sauf nécessité. Je me suis assis par terre et je l'ai ouverte. J'ai lu les documents. Mes mains tremblaient en tournant les pages. Il y avait des emails, des billets à ordre, et au bas, un document de 2010 avec 4 signatures. J'ai regardé ce document pendant longtemps. C'était la preuve irréfutable. C'était la preuve de leur cruauté préservée dans l'encre. J'ai appelé ma meilleure amie, Elena. Elle était la directrice des ressources humaines de notre entreprise. Elena, j'ai besoin que tu me tires les registres des visiteurs des 5 dernières années, ai-je dit. Et j'ai besoin des dossiers des donateurs pour l'hôpital pour enfants. Elena a dit, ils viennent vraiment? Oui, ai-je dit en fermant le dossier. Ils viennent pour l'argent, mais ils vont obtenir autre chose. Tu vas bien, John? Je le serai, ai-je dit, après vendredi. Vendredi 14 mars 2025, le jour du jugement.
Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Impossible de dormir. Je suis allé courir sous la bruine, me poussant jusqu'à ce que mes poumons brûlent. J'avais besoin de brûler l'adrénaline. Je me suis douché et habillé. J'ai mis un costume gris anthracite, parfaitement taillé, une chemise blanche impeccable, une cravate noire. Je m'habillais comme le PDG que j'étais, pas le gamin effrayé sur le porche. J'ai conduit au bureau. Je n'ai pas pris l'Audi. J'ai pris la vieille Honda Accord de Harold. Ça me semblait juste. Je suis arrivé au bureau de Margaret à 13h30. La lecture était prévue pour 14h. La salle de conférence était impressionnante. Des fenêtres du sol au plafond, une longue table ovale pouvant accueillir 20 personnes. Nous avons des invités, dit Margaret, désignant les chaises alignées le long du mur. Assis là se trouvaient 3 personnes que je ne m'attendais pas à voir dans une bataille juridique. Le docteur Patricia Wells de l'hôpital pour enfants de Seattle, un représentant de Habitat for Humanity, et un garde forestier de la fondation du Parc national olympique. Pourquoi sont-ils ici, ai-je demandé. Bénéficiaires, dit Margaret. Harold voulait des témoins. Des témoins neutres. Intelligents. Harold avait toujours 3 longueurs d'avance. À 13h55, l'ascenseur sonna. Je me tenais à la tête de la table, le dos à la fenêtre. J'ai joint mes mains derrière mon dos et j'ai attendu. Les portes coulissèrent. Sandra ouvrit la voie. Elle portait une robe noire qui semblait neuve avec un collier de perles qui était définitivement faux. Elle marchait la tête haute, scrutant la pièce comme si elle inspectait une chambre d'hôtel dont elle allait se plaindre. Richard suivit. Il avait l'air vieux. Son costume était serré au milieu. Il marchait en traînant les pieds. Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Puis Tyler, mon frère, le garçon en or. Il n'avait plus l'air en or. Il avait l'air fatigué. Il portait un pantalon kaki et un blazer qui ne s'assortissait pas. Sa ligne de cheveux reculait. Il ressemblait à un gars qui travaillait dur et buvait beaucoup pour oublier à quel point il travaillait dur. Et enfin, Victor Harrington, l'avocat. C'était un homme grand aux cheveux argentés et au bronzage qui venait d'une bouteille. Il portait une mallette man blank et avait l'arrogance d'un homme qui intimidait les gens pour gagner sa vie. Ils entrèrent dans la pièce. L'air devint instantanément plus lourd. Sandra me vit, ses yeux se plissèrent, puis s'écarquillèrent en un faux sourire. « Jonathan » s'exclama-t-elle, ouvrant les bras comme si elle s'attendait à un câlin. « Oh, regarde-toi. Tu as l'air tellement homme d'affaires. » Je ne bougeais pas. Je ne souris pas. Sandra, j'ai hoché la tête. Richard, Tyler. Mon utilisation de leur prénom les frappa comme une gifle. Richard tressaillit. Nous sommes de la famille, John, dit Tyler, sa voix rauque. Tu n'as pas besoin d'être un con. Veuillez vous asseoir, ai-je dit, désignant les chaises de l'autre côté de la table. Nous allons commencer. Victor Harrington claqua sa mallette sur la table. Mes clients s'assieront où bon leur semblera, et nous nous attendons à une divulgation complète et transparente des actifs. Asseyez-vous, Victor, dit Margaret depuis son siège à la tête de la table. Sa voix était comme un fouet. Victor cligna des yeux. Il l'a reconnu. Margaret, je ne savais pas que vous gériez la succession. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, dit Margaret. Veuillez vous asseoir. Ils s'assirent. La tension était si épaisse qu'on aurait pu s'y étouffer. Sandra se pencha vers Tyler et murmura fort, laisse-les parler. Nous savons à quoi nous avons droit. J'ai regardé Tyler. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. J'ai cherché le frère qui jouait à la balle avec moi. J'ai cherché le gars qui me défendait contre les brutes en 3e année. Mais tout ce que j'ai vu, c'est le gars qui a fermé les rideaux. Margaret ouvrit le lourd classeur devant elle. Ceci est le dernier testament de Harold Raymond Meyers, commença-t-elle. Le jeu était lancé. La pluie fouettait les vitres du 47e étage, créant un rideau gris autour de nous. C'était approprié. À l'intérieur, l'air était stérile, sentant le café et le cuir cher. Margaret Morrison mit ses lunettes de lecture. Elle avait une façon de commander une pièce sans élever la voix. C'était la seule personne que je connaissais qui pouvait faire écouter Harold quand il était têtu.
Avant de commencer la lecture des legs spécifiques, dit Margaret, regardant par-dessus ses lunettes Victor Harrington, je veux aborder l'opposition déposée par le cabinet de Monsieur Harrington ce matin concernant une influence indue. Victor ajusta sa cravate, l'air suffisant. Nous maintenons le dépôt. Monsieur Meyers a été isolé de sa famille biologique pendant ces derniers mois. Nous avons des raisons de croire qu'il a été contraint de modifier son plan successoral. Contraint, ai-je dit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il ne voulait pas vous voir. Il avait un téléphone. Il avait des emails. Il a choisi de ne pas vous répondre parce que vous n'appeliez que lorsque vous vouliez de l'argent. C'est votre récit, renifla Sandra, essuyant des yeux secs avec un mouchoir. Harold était mon beau-frère. Nous l'aimions. Mais vous avez toujours été manipulateur, Jonathan. Même enfant, toujours à tordre les choses pour vous faire passer pour la victime. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents ont eu mal. L'audace. Elle réécrivait l'histoire en temps réel. Tenons-nous aux documents, interrompit Margaret. Monsieur Meyers a subi une évaluation de compétences par un psychiatre légiste une semaine avant de signer ce testament. Le rapport est joint. Il était sain d'esprit. La contestation n'a aucun fondement, mais nous procéderons à la lecture de toute façon. Victor fronça les sourcils. Un examen de compétences. C'était une mesure défensive généralement prise seulement quand on s'attend à un combat. Il griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Margaret tourna la page. Article 1, paiement des dettes et des dépenses, l'UL. Des choses standards, frais funéraires, impôts. Article 2, legs spécifique à des œuvres caritatives. Sandra s'agita sur son siège. Elle croisa les bras. Je pouvais l'avoir pensé. Passer la merde de la charité pour que nous puissions arriver au vrai argent. À l'hôpital pour enfants de Seattle, lut Margaret. Je lègue la somme de $500 000. Sandra haleta de façon audible. $500 000? Le docteur Wells me fit un signe de tête respectueux. À Habitat for Humanity, la somme de $300 000. À la Fondation du Parc National Olympique, $200 000. C'est $1 million, laissa échapper Richard. Il a donné $1 million. C'était son argent, Richard, ai-je dit. C'est imprudent, marmonna Sandra. La famille doit passer avant tout. La charité commence à la maison. Article 3, continua Margaret, sa voix devenant plus dure. Concernant Richard James Meyers, la pièce devint silencieuse. Richard se redressa. Il se lécha les lèvres. C'était ça. Il s'attendait à la part du frère. Peut-être pas la moitié, mais quelque chose de significatif. $1 million. Margaret regarda directement Richard. Je ne laisse rien à mon frère, Richard James Meyers. L'air quitta la pièce. La bouche de Richard s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. C'est une erreur, dit Sandra en se levant. Vous le lisez mal. Il doit y avoir une erreur. Veuillez vous asseoir, Madame Meyers, dit Margaret. Je n'ai pas fini. Harold a laissé une explication spécifique pour cette exclusion qu'il m'a demandé de lire à l'acte. Je ne veux pas l'entendre, dit Richard, son visage devenant rouge. Vous devez l'entendre, ai-je dit. Margaret lut le testament. Sa voix était calme, sans émotion, ce qui rendait les mots plus tranchants. Je ne prévois rien pour Richard, non par malice, mais par comptabilité. En mars 2002, Richard m'a emprunté $80 000 pour ouvrir un magasin de motos personnalisé. Il a signé un billet à ordre acceptant de rembourser le principal plus 4% d'intérêt dans les 5 ans. Le magasin a fermé en 6 mois. L'argent n'a jamais été restitué. Aucun paiement n'a jamais été effectué. Margaret fit une pause. Elle sortit un morceau de papier jauni du dossier. Le billet à ordre original calculé avec des intérêts composés sur 23 ans. Margaret continua, cette dette dépasse maintenant $210 000. Je considère cette dette impayée comme son héritage. Nous sommes quittes. Richard s'affaissa sur sa chaise. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ça. C'était une affaire commerciale, bégaya-t-il. La famille pardonne les affaires commerciales. Harold n'a pas pardonné, ai-je dit. C'est scandaleux.
Victor Harrington se leva, canalisant une indignation vertueuse. On ne peut pas déshériter un frère ou une sœur sur la base d'un mauvais prêt vieux de 20 ans. Il existe des lois concernant la succession ab intestat et l'obligation familiale. Oui, il y en a, convint Margaret. Mais Richard n'est pas l'héritier prioritaire. Ce qui nous amène à l'article 4. Attendez. Tyler prit la parole. Sa voix était calme. Dit-il quelque chose à propos de moi? J'ai regardé mon frère. Il n'était pas en colère comme Sandra ou choqué comme Richard. Il avait juste l'air résigné. Margaret s'adoucit légèrement. Il ne vous mentionne pas nommément dans la section des legs. Tyler. Je suis désolé. Tyler hocha la tête. Il regarda ses mains. Je m'en doutais. Mais Sandra l'interrompit, les yeux sauvages. Si Richard n'a rien et que la charité à 1 million, où est le reste? La succession vaut plus de 20 millions. Qui l'obtient? Elle me montra du doigt d'une main tremblante. Lui? Vous lui avez tout donné? Le gamin que nous avons viré. Oui, ai-je dit. Il l'a donné à la personne qui se souciait vraiment de lui. C'est de l'influence indue, cria Victor, claquant sa main sur la table. Ça le prouve. Vous avez manipulé un homme mourant pour qu'il vous donne tout et qu'il coupe les ponts avec son propre sang. Nous allons contester cela. Nous allons bloquer cette succession en instance de jugement pendant des années. Vous ne verrez pas un centime. Sandra était essoufflée. Nous sommes sa famille. Nous avons des droits. Vous n'étiez qu'un cas de charité qu'il a recueilli. Vous n'êtes rien. Les insultes me submergeaient. Il y a des années, elles auraient fait mal. Maintenant, elles ne faisaient que confirmer. Margaret, ai-je dit doucement. C'est l'heure. Margaret hocha la tête. Elle tendit la main dans son dossier et en sortit un document. Ce n'était pas le testament. C'était un document plus ancien. Le papier était légèrement différent. La police de caractère daté. Monsieur Harrington, dit Margaret. Avant de déposer d'autres requêtes, vous devriez examiner ceci. Elle fit glisser le document le long de la longue table. Il tourna lentement et s'arrêta juste devant Victor. Il le ramassa. Il ajusta ses lunettes. Il lut le titre. Son visage bronzé devint pâle, d'une pâleur réelle et maladive. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sandra. « Victor, qu'est-ce que c'est » Victor leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts d'horreur. Il regarda Sandra, puis de nouveau le papier. « Victor » demanda Richard. « C'est une renonciation aux droits parentaux » murmura Victor. Sandra se figea. 15 juillet 2010. Margaret cita la date. Signé par Richard Meyers et Sandra Meyers, notarié, déposé auprès de l'État. Et alors, coupa Sandra, bien que sa voix tremblât. Nous avons laissé Harold prendre la tutelle. Nous avons signé des papiers pour qu'il puisse l'inscrire à l'école. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas ses parents. En fait, dis-je en me levant. C'est exactement ce que cela signifie. Le silence dans la pièce était absolu. Même la pluie sembla cesser de tambouriner contre la vitre. Je fis lentement le tour de la table. Je voulais qu'il me voie. Non pas le garçon sur le porche, mais l'homme qui tenait les cartes. Vous n'avez pas seulement signé des papiers de tutelle, Sandra, ai-je dit. Vous avez signé une résiliation volontaire des droits parentaux. Vous étiez si impatiente de vous débarrasser de moi, si impatiente de vous laver les mains du fardeau que vous avez tout abandonné. Vous avez légalement déclaré que vous n'étiez plus ma mère. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bégaya-t-elle. C'était juste de la paperasse. Vous saviez. J'ai dit, Harold me l'a dit. Vous lui avez demandé si cela signifiait que vous ne seriez pas responsable de mes frais de scolarité. C'était votre question spécifique. Et quand il a dit oui, vous avez signé si fort que vous avez presque déchiré le papier. J'ai regardé Victor. Monsieur Harrington, expliquez à vos clients ce que ce document fait à leur revendication de relations familiales. Victor déglutit difficilement. Il desserra sa cravate. Ça rompt le lien juridique. Selon la loi,
Jonathan, vous êtes étranger. Étranger, murmura Richard. Mais attendez, essaya Victor de se ressaisir, bien qu'il semblât faible. Même s'ils ne sont pas légalement ses parents, Harold est toujours son oncle, et Richard est toujours le frère de Harold. Si le testament est annulé pour influence indue, Richard est toujours le plus proche parent. Ce qui nous amène au deuxième document. Margaret dit qu'elle sortit une ordonnance judiciaire certifiée avec un sceau doré. Article 7 du testament. Margaret lut, « Je lègue l'intégralité de ma succession, y compris les avoirs immobiliers de Meyers, tous les actifs liquides et les biens personnels à mon fils, Jonathan Mary Meyers. » Fils? Tyler leva les yeux. Il t'appelle son fils? Pas seulement affectueusement, dit Margaret. Elle brandit le document au sceau doré. Le 12 septembre 2012, Harold Meyers a formellement adopté Jonathan. Il s'agissait d'une adoption d'adulte consentie par Jonathan, alors âgé de 16 ans et légalement émancipé de ses parents biologiques en raison de la renonciation. Elle posa le décret d'adoption sur la table. Jonathan n'est pas le neveu de Harold, déclara clairement Margaret. Légalement, il est le fils de Harold, son seul enfant, son seul héritier. J'ai regardé la réalisation les frapper comme une vague physique. Cela signifie, continua Margaret, que même si vous parveniez à annuler ce testament, même si vous prouviez une influence indue, la succession irait quand même à 100% à Jonathan en vertu des lois sur la succession AB intestat. Parce qu'un fils l'emporte toujours sur un frère. Tu as été adopté, demanda Tyler. Il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu l'as vraiment fait. Tu nous as remplacés. Je ne vous ai pas remplacé, ai-je dit. J'ai trouvé un père qui me voulait. Sandra tremblait. Ses mains serraient le bord de la table si fort que ses phalanges étaient blanches. L'argent avait disparu. Les millions qu'elle avait probablement déjà dépensés dans sa tête s'évanouissaient. C'est une fraude, cria-t-elle. Vous avez caché cela. Vous avez caché cela pendant 15 ans. Je ne l'ai pas caché, ai-je dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais appelé pour demander comment j'allais. Vous n'avez jamais demandé qui signait mes bulletins scolaires. Vous n'avez jamais demandé qui m'a accompagné à ma remise des diplômes. Victor. Sandra se tourna vers son avocat. Faites quelque chose. Poursuivez-les. Victor Harrington ne bougea pas. Il regardait le décret d'adoption, mais il ne regardait pas le sceau. Il calculait sa propre sortie. Il n'y a rien à poursuivre, Sandra. Dit Victor calmement. Si l'adoption est valide, l'affaire est classée. Pas tout à fait. Margaret dit qu'elle n'avait pas fini. Elle prit une télécommande et la pointa vers l'écran mural. L'écran s'anima. Il affichait un fil de discussion de mai. Il y a encore une question, dit Margaret. Monsieur Harrington, reconnaissez-vous cet email? Victor plissa les yeux vers l'écran. Puis ses yeux s'écarquillèrent. C'est un email de Harold Meyers à Victor Harrington. Daté d'il y a 3 ans, lut Margaret. Objet, fin des services. Victor, je vous licencie avec effet immédiat. Votre suggestion que je devrais acheter mon frère Richard pour éviter de futurs litiges est insultante. Vous savez que Richard a abusé émotionnellement de son fils. Vous savez qu'il me doit de l'argent. Que vous suggériez que je lui doive quoi que ce soit mais votre éthique en question. Ne me contactez plus. Margaret se tourna vers Victor. Vous avez représenté Harold, dit-elle accusatrice. Vous connaissiez la mauvaise entente. Vous connaissiez la dette. Et pourtant, vous avez pris Richard et Sandra comme clients pour poursuivre la succession de Harold. Vous n'avez pas divulgué de conflit d'intérêts. Victor se leva si vite que sa chaise bascula. Je dois y aller. C'est une infraction grave, Victor. Dit Margaret calmement. Je déposerai une plainte auprès du barreau cet après-midi. Vous avez pris notre avance, cria Richard, se réveillant enfin. Vous avez pris $5000. Vous avez dit que c'était une affaire gagnée d'avance. Je dois vérifier mes dossiers. Marmonna Victor. Il attrapa sa mallette. Il ne regarda pas Sandra. Il ne regarda pas Richard. Il courut pratiquement vers la porte. Victor. Cria Sandra.
Revenez ici. La porte claqua. Nous fûmes laissés dans le silence. La famille était seule avec moi. Sandra regarda la chaise vide où son avocat avait été. Puis elle regarda les représentants des œuvres caritatives qui la regardaient avec un dégoût évident. Puis elle me regarda, et alors le masque se brisa. Elle commença à pleurer, pas les fausses larmes d'avant. C'étaient des larmes de défaite totale. Jonathan, sanglota-t-elle. Johnny, s'il te plaît. Elle fit le tour de la table. Elle essaya de me prendre la main. Je reculai. Non, dis-je. Nous sommes ruinés, Jonathan. Elle pleura. Ton père ne peut pas travailler. La maison. La banque va prendre la maison. Nous n'avons rien. Tyler a à peine de quoi payer son loyer. Nous avons juste besoin. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide. Harold avait tellement qu'il ne s'en apercevrait pas. Harold est mort, dis-je. Et il me l'a laissé. Mais je suis ta mère, gémit elle. Je t'ai mis au monde. Ça ne compte pour rien. Tu m'as mis au monde? J'ai acquiescé. Et puis tu m'as jeté comme un déchet parce que tu pensais que je ne valais pas l'investissement. J'ai regardé Richard et où tu l'as laissé faire. J'ai regardé Tyler et où tu as regardé. Je suis retourné à la tête de la table. J'ai posé ma main sur le testament. C'est le moment qui change tout. Leur ai-je dit et j'ai eu l'impression de parler au fantôme qui m'avait hanté pendant 15 ans. Je prends enfin le contrôle de ma vie. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous n'avez pas d'argent ici. Vous n'avez pas de fils ici. J'ai regardé les témoins. Dr. Wells, le chèque pour l'hôpital est prêt. Margaret là. Merci, Jonathan, dit le Dr. Wells doucement. Je me suis tourné vers mes parents. Partez. La pièce semblait différente après le coup. L'énergie était passée du conflit à la résolution. Sandra ne partit pas immédiatement. Elle se tenait là, tremblante, l'air petit. La femme impérieuse qui m'avait ordonné de refuser la bourse avait disparu. À sa place se trouvait une femme vieillissante dans une robe bon marché et de fausses perles. Réalisant que son plan de retraite venait de s'évaporer. Jonathan, dit Richard. Sa voix était. La maison. Si nous perdons la maison, où irons-nous? Je ne sais pas, Richard, ai-je dit. Peut-être que vous pouvez rester avec Tyler. J'ai regardé Tyler. Il regardait le sol, le visage rouge. Je ne peux pas les prendre, marmonna Tyler. Moi et Ashley, nous sommes dans un appartement d'une chambre. Nous sommes séparés en ce moment. Donc, la vie du garçon en or n'avait finalement pas été si dorée. Le football n'avait pas marché. Le charisme n'avait pas payé les factures. Ça ressemble à un problème familial, ai-je dit. Et comme vous l'avez établi en 2010, je ne fais pas partie de la famille. Comment peux-tu être si cruel, murmura Sandra. Nous avons fait une erreur. Nous étions stressés. Nous étions fauchés. Nous essayions de faire ce qui était le mieux pour Tyler. Et regardez comment ça a tourné, ai-je dit, désignant mon frère, qui ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Vous avez misé sur le mauvais cheval, Sandra. Et vous avez tiré sur l'autre. Vous ne pouvez pas revenir sur l'hippodrome maintenant et demander un remboursement. Je me suis tourné vers Margaret. Avons-nous fini? Nous avons fini, dit Margaret, fermant le classeur d'un claquement satisfaisant. Le testament a été lu. Les actifs sont transférés. La sécurité vous escortera dehors. 2 gardes de sécurité en uniforme apparurent à la porte. Je ne les avais pas vus auparavant, mais Margaret était minutieuse. S'il vous plaît, essaya Sandra une dernière fois, tendant la main vers ma manche. Johnny, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai regardé sa main sur mon costume. Puis j'ai regardé dans ses yeux. Non, tu ne m'as pas aimé, ai-je dit simplement. Tu as aimé l'idée d'une famille réussie et je ne correspondais pas au tableau. Maintenant je le fais et toi non. J'ai retiré mon bras. Au revoir, Sandra. Elle sanglota. Un son fort et laid. Richard lui prit le bras. Pour la première fois, il montra une étincelle de dignité. Viens, Sandy, dit-il doucement. Allons-y.
Il est parti. Ils sortirent. Richard traînant les pieds. Sandra pleurant. Tyler suivant comme une ombre perdue. Tyler s'arrêta à la porte. Il me regarda. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Il secoua la tête et sortit. La porte se referma. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis l'âge de 13 ans. Le silence dans la pièce n'était plus lourd. Il était paisible. « Tu as bien fait, gamin, dit Margaret, abandonnant son air professionnel. Elle tendit la main et me serra la main. Harold serait fier. En fait, il est fier. Le docteur Wells s'approcha. Elle me serra la main fermement. Jonathan, ce que tu as fait aujourd'hui? Protéger l'héritage de Harold. Ça va sauver beaucoup de vies à l'hôpital. Merci. Il voulait aider les enfants qui n'avaient pas de chance, ai-je dit, la voix nouée. Je ne suis que le livreur. Vous êtes bien plus que ça, dit le représentant de Habitat for Humanity. J'ai rassemblé les dossiers, le dossier doré, le décret d'adoption, les billets à ordre. Je les ai remis dans l'enveloppe. Ce n'était plus que du papier. Le pouvoir qu'ils avaient sur moi avait disparu. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Je suis sorti sous la pluie de Seattle. Il pleuvait toujours à verse, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai marché jusqu'à la vieille Honda Accord grise garée sur le parking plein de Tesla et de BMW. Je suis monté. J'ai saisi le volant. J'ai senti l'odeur de menthe poivrée et de vieux papier qui persistait encore dans le rembourrage. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Je n'étais plus le garçon abandonné. Je n'étais plus l'enfant de rechange. J'étais Jonathan Meyers, fils de Harold, et j'avais du travail à faire. Mais alors que je démarrais la voiture, mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran. Ce n'était pas Sandra. Ce n'était pas Richard. C'était un email de Tyler. Objet, la vérité sur cette nuit. J'ai hésité. Je voulais le supprimer. Je voulais partir en voiture et ne jamais regarder en arrière. Mais la curiosité est une chose dangereuse. Je l'ai ouvert. Et ce que j'ai lu a gelé le sang dans mes veines. Parce que si je pensais avoir gagné, j'ai réalisé que l'histoire n'était pas terminée. Il y avait un autre secret enfoui dans le passé. Un secret que Tyler avait gardé pendant 15 ans. Je me suis assis sur le siège avant de la vieille Honda d'Harold. La pluie battait à un rythme régulier sur le toit, et je fixais l'email sur mon téléphone. L'objet était simple, la vérité sur cette nuit. Mon pouce planait au-dessus du bouton de suppression. Une partie de moi voulait effacer Tyler de mon existence, tout comme j'avais effacé Sandra et Richard. J'avais gagné. La guerre était finie. Pourquoi ouvrir une lettre du camp ennemi? Mais je ne l'ai pas supprimée. Je l'ai ouverte. L'email n'était pas long, mais chaque mot semblait être gravé dans quelque chose de lourd et de tranchant. John, je sais que tu me hais probablement. Tu devrais. J'ai vu ce qui s'est passé dans la salle de conférence aujourd'hui. Tu avais raison sur tout. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose que je porte depuis 15 ans. Tu sais, je t'ai regardé par la fenêtre cette nuit-là. Tu as vu les rideaux bouger. Mais tu ne sais pas combien de temps j'y suis resté. Je suis resté là pendant 4 heures, John. Je t'ai regardé assis sur ces sacs poubelles sous la pluie glaciale. Je t'ai regardé trembler. J'ai regardé les voisins passer en voiture. Je voulais descendre. J'ai eu la main sur la poignée de la porte une douzaine de fois. Je voulais t'apporter une couverture. Je voulais te laisser entrer et dire à maman et papa d'aller se faire voir, mais je ne l'ai pas fait. Et ce n'était pas seulement parce que j'avais peur de maman. C'était parce que je savais. Je connaissais leur plan 3 jours avant qu'ils ne le fassent. Je les ai entendus parler dans le garage. Maman a dit, si nous nous débarrassons de Jonathan, nous pourrons nous permettre l'équipement de voyage pour Tyler. Nous pourrons nous concentrer sur celui qui compte. Je les ai entendus planifier de te jeter dehors pour me faire de la place. Et je ne t'ai pas prévenu. Je n'ai pas dit un mot parce que je voulais aller à ce camp de football. J'avais 15 ans, j'étais égoïste, et je pensais que ce camp était mon billet pour la NFL. J'ai échangé mon frère contre une chance d'être une star. Je suis désolé. Je sais que ce mot ne vaut rien maintenant.
Ce camp a été un échec. Je me suis déchiré le genou en 2e année d'université. Je n'ai jamais réussi. Maintenant, j'ai 34 ans, je suis divorcé, je travaille 2 quarts dans un entrepôt, et je réalise que la seule chose que j'ai réellement gagnée dans ma vie, c'est la culpabilité d'avoir laissé mon petit frère assis sous la pluie. Je n'écris pas cela pour demander de l'argent. Veuillez le croire. Je ne veux pas un centime de l'argent d'Harold. Je ne pouvais tout simplement pas te laisser penser que j'étais juste un spectateur. J'étais un complice. J'espère que tu auras une belle vie, John. Tu le mérites plus que n'importe lequel d'entre nous. Tyler. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. Mes mains tremblaient. Pendant des années, je m'étais dit que Tyler n'était qu'un enfant, qu'il était aussi une victime du narcissisme de Sandra. Mais lire qu'il avait su, qu'il m'avait échangé contre une paire de crampons et un billet d'avion, cela m'a frappé d'une nouvelle vague de nausées. Mais alors autre chose s'est produit. J'ai regardé le ton de la lettre. Il n'y avait pas de défense, pas de « mais », pas de « nous luttions », juste une honnêteté brute et laide. C'était la première chose honnête qu'un Meyers m'ait dite depuis 2010. Je n'ai pas répondu. J'ai démarré la voiture et je suis rentré à la maison vide de Ballard. Les semaines suivantes furent un tourbillon de victoires administratives. Margaret Morrison fut aussi bonne que sa parole. Elle déposa la plainte contre Victor Harrington le lendemain matin. Je fus appelé à faire une déposition concernant le conflit d'intérêts. Ce fut brutal et efficace. 2 mois plus tard, l'Ordre des avocats de l'État de Washington rendit sa décision. Victor Harrington fut suspendu de la pratique du droit pendant 6 mois et condamné à une amende de $15 000 pour violations éthiques. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté juridique de Seattle. Son cabinet perdit 3 clients corporatifs majeurs en une semaine. Il était fini. Quant à Sandra, elle tenta une dernière fois. Environ 3 semaines après la lecture du testament, un email apparut dans ma boîte de réception. Mon très cher Jonathan, j'ai beaucoup prié. Je sais que les tensions étaient vives. Je veux juste que tu saches que je te pardonne ce que tu as dit. L'amour d'une mère est inconditionnel. Nous avons du mal à maintenir les lumières allumées ici. Si tu pouvais trouver dans ton cœur de nous aider avec juste un petit prêt, nous pourrions laisser cette laideur derrière nous. Nous sommes de la famille. Je te pardonne. L'audace était à couper le souffle. Elle me pardonnait de m'être défendu contre sa poursuite judiciaire. Je ne ressentis pas de colère cette fois. Je ne ressentis rien. C'était comme lire un spam d'un prince nigérian. Je le fis glisser vers le dossier corbeille et le vider. Bloqué, mais la lettre de Tyler resta dans ma boîte de réception, non lue, mais non supprimée. J'en ai parlé au docteur Hay, ma thérapeute. Je la voyais depuis que j'avais 25 ans, essayant de démêler le gâchis de problèmes d'abandon que je traînais. « Pourquoi ne l'avez-vous pas supprimé ?» demanda le docteur Hay, ajustant ses lunettes. « Parce qu'il n'a pas demandé d'argent, ai-je dit. C'est la seule raison. Tous les autres ont demandé quelque chose. » Tyler a juste avoué. « Et comment cela vous fait-il vous sentir ?» « Validé, ai-je admis. Et triste. Il a l'air brisé. Vous n'êtes pas responsable de le réparer, Jonathan. » Elle me rappela. C'est un adulte qui a fait ses choix. Je sais, ai-je dit. Mais Harold m'a appris que la famille est un choix. Tyler a fait un mauvais choix quand il avait 15 ans. Mais il est le seul qui semble se rendre compte que c'était un mauvais choix. J'ai pris 1 mois. Je me suis concentré sur l'entreprise. Nous avons conclu l'accord sur l'entrepôt de Sodo. J'ai mis en place le fonds de bourse d'études. Puis un mardi soir, je me suis versé un verre de whisky, je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai répondu « Tyler, j'ai lu ton email, il a fallu du courage pour admettre que tu étais un lâche à l'époque, et que tu étais égoïste. Je ne peux pas oublier cela. Mais je sais aussi ce que c'est que de vivre dans cette maison. Je connais la pression que maman t'a mise pour que tu sois la star. Je sais ce que c'est que d'être un pion dans son jeu. Je ne suis pas prêt à être des frères. Je ne sais pas si je le serai un jour, mais je suis prêt à parler. Condition une fois. 1. Nous ne discutons pas de maman ou papa. Je ne veux pas savoir comment va leur dos. Je ne veux pas savoir pour leur hypothèque. 2. Nous ne discutons jamais de l'héritage. Pas un centime. 3. Si j'ai l'impression que tu cherches un prêt,
je raccroche et te bloque pour toujours. Si tu es d'accord, je suis libre samedi à 14 h, John. Il répondit 4 minutes plus tard. D'accord. Ce samedi-là, je me suis assis dans mon bureau à domicile. J'avais posé mon ordinateur portable sur une pile de livres. Mon cœur battait plus fort que dans la salle de conférence. Ce n'était pas des affaires. C'était du sang. À 14 h pile, la notification Skype a sonné. J'ai cliqué sur répondre. Le visage de Tyler a rempli l'écran. La connexion était un peu granuleuse. Il était assis dans ce qui ressemblait à une petite cuisine sombre. Je pouvais voir des armoires stratifiées bon marché derrière lui et une pile de linge sur une chaise. Il avait l'air pire que dans le bureau de l'avocat. Il portait un t-shirt gris taché de graisse. Il avait l'air épuisé. « Salut », dit-il. Il ne sourit pas. « Salut », dis-je. Nous nous sommes regardés. Deux hommes qui partageaient un visage, partageaient une histoire, mais étaient des étrangers. « Merci de faire ça », dit-il en se frottant la nuque. « Je ne pensais pas que tu le ferais. »« J'ai failli ne pas le faire », ai-je dit. « Alors, tu travailles dans un entrepôt ?»« Oui », dit-il. « Centre de traitement Amazon. Équipe de nuit. Ça paie les factures à peine. La pension alimentaire est un tueur. Toi et Ashley avez fini ? Il dit, elle est partie quand le rêve de la NFL est mort. Elle a pris les enfants. Je les ai un week-end sur 2. En fait, je vis dans un studio en ce moment. Ce n'est pas grand-chose. Il tourna légèrement l'ordinateur portable. Je vis un matelas sur le sol dans le coin. Une télévision sur une caisse de lait. C'était loin de l'avenir de garçon en or que ma mère lui avait promis. Je suis désolé, Ty, dis-je. Et je le pensais. Ne le sois pas, dit-il avec un rire amer. Je l'ai mérité. J'ai cru au battage médiatique de maman. Je pensais que j'étais trop bon pour travailler. Au moment où j'ai réalisé que je n'étais pas spécial, j'avais 25 ans, un mauvais genou et pas de diplôme. Il me regarda directement. Tu sais, quand tu es parti, la maison est morte. Papa a commencé à boire davantage. Maman ne s'est concentrée que sur moi. C'était étouffant. Chaque fois que je ratais un test ou que je manquais une passe, elle criait qu'il t'avait sacrifié pour moi, alors je ferais mieux de faire en sorte que ça en vaille la peine. J'ai grimacé. C'est lourd. Ce n'est pas une excuse, dit-il rapidement. J'aurais quand même dû descendre ces escaliers. J'y pense chaque fois qu'il pleut. Juste à ce moment-là, une petite voix s'éleva derrière lui. Papa, je peux avoir du jus ? Une petite fille, peut-être 5 ans, erra dans le cadre. Elle avait des cheveux blonds en bataille et tenait un gobelet en plastique. Le visage de Tyler s'adoucit instantanément. La dureté disparut. Salut, princesse, dit-il en la soulevant et en la posant sur ses genoux. Dis bonjour à ton oncle John. La fille regarda l'écran timidement. Salut. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Oncle John. Salut, réussis-je à dire. Comment tu t'appelles ? Lily, murmura-t-elle. C'est Lily, dit Tyler, lissant ses cheveux. Et Jadon est dans la salle de bain. Ce sont mon monde, John. J'essaie juste de ne pas les gâcher comme maman et papa nous ont gâchés. Elle te ressemble, dis-je. Pauvre gamine, plaisanta Tyler faiblement. Nous avons parlé encore 20 minutes. Nous n'avons pas parlé de Sandra. Nous n'avons pas parlé d'argent. Nous avons parlé des Seahawks. Nous avons parlé de la façon dont Seattle avait changé. Quand nous étions sur le point de raccrocher, Tyler me regarda. John, dit-il, je sais que je ne peux pas défaire ce qui est fait, mais je suis fier de toi. Sérieusement. Tu les as battus. Tu es sorti. Nous sommes tous les deux sortis. Ty, dis-je, juste de différentes manières. Ouais. Il regarda autour de son petit appartement minable. Je suppose que oui. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté là longtemps. Je ne lui ai pas viré d'argent. Cela aurait brisé la dynamique. Cela m'aurait transformé en le distributeur de billets qu'il voulait que je sois. Harold m'avait appris qu'encourager n'est pas aider.
Mais je lui ai envoyé un livre. Une semaine plus tard, je lui ai envoyé par la poste un exemplaire du guide d'études pour l'examen de certification HVAC. J'ai écrit une note à l'intérieur. Les métiers intelligents paient les factures. Bonne chance. Il m'a envoyé une photo de celui-ci 2 jours plus tard. Merci. L'étude commence ce soir. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais le silence était rompu. 14 mars 2026. Exactement un an après la lecture du Testament. Le ciel au-dessus de Seattle était d'un bleu éclatant et limpide. Le genre de journée qui fait oublier les 9 mois de grisaille. Je me tenais sur le trottoir du quartier de Capitol Hill, devant un immeuble en briques de 3 étages. C'était la première propriété qu'Harold avait achetée en 1987. Nous venions de terminer une rénovation complète. Nouvelles fenêtres, briques sablées, intérieur moderne. Une petite foule s'était rassemblée. Elena était là, tenant un presse-papier. Le docteur Wells de l'hôpital, quelques-uns de nos locataires de longue date, et, silencieusement à l'arrière, vêtu d'un polo propre et d'un jean, se tenait Tyler. Il était venu pour la journée. Il avait l'air en meilleure santé. Il avait perdu sa bedaine et les cernes sous ses yeux s'estompaient. Il était à mi-chemin de sa certification HVAC. Il le faisait seul. Je me suis avancé vers le microphone. J'ai ajusté ma cravate. Pas noire cette fois, mais d'un bleu profond. Merci à tous d'être venus, ai-je dit. Ma voix a légèrement résonné sur la brique. La plupart d'entre vous connaissaient Harold Meyers comme un propriétaire, un homme d'affaires, le gars qui conduisait cette vieille Honda cabossée. Un murmure de rire parcourut la foule. Mais pour moi, ai-je continué, il était l'homme qui a ouvert une porte quand tout le monde avait verrouillé les siennes. Il était l'homme qui m'a appris que la valeur n'est pas quelque chose que l'on hérite, c'est quelque chose que l'on construit. Je me suis tourné vers l'entrée du bâtiment. Je suis fier de dédier à nouveau ce bâtiment aujourd'hui comme le centre Harold R. Meyers pour la jeunesse. Elena a tiré sur la corde et le tissu de velours est tombé pour révéler une plaque de bronze fixée à la porte. Le bâtiment Harold R. Meyers dédié à la conviction que chaque enfant mérite un foyer. Siège de la fondation de bourse d'études Meyers STEM. Nous ne louions plus seulement des appartements. J'avais transformé le rez-de-chaussée en quartier général de la nouvelle fondation. Nous avions déjà accordé 5 bourses complètes à des enfants comme moi, des enfants de foyers brisés, des enfants qui avaient l'intelligence mais pas le budget. L'une des bénéficiaires, une fille de 14 ans nommée Sarah, se tenait au premier rang. Elle serrait un kit de robotique comme si c'était de l'or en lingots. Je me suis revu en elle. La faim, la peur, l'espoir. Après la cérémonie, les gens se sont mêlés. J'ai marché vers Tyler. Belle plaque, a-t-il dit. Merci d'être venu, ai-je dit. Je ne l'aurais pas manqué, a-t-il dit. Il a hésité, puis a mis la main dans sa poche. Je t'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose. Je l'ai fait en cours d'atelier, ça fait partie de la formation. Il m'a tendu un petit objet métallique. C'était un porte-clés soudé à partir de tuyaux de cuivre de récupération. Il était brut, irrégulier, mais poli jusqu'à briller. C'est abstrait, a-t-il souri timidement. J'adore, ai-je dit. Et c'était vrai. J'ai immédiatement accroché mes clés de voiture dessus. Comment vont les enfants? Bien. Lily commence la maternelle la semaine prochaine. Jadon joue au football. Il a fait une pause. Maman m'a appelé la semaine dernière. Je me suis raidi. Oui. Elle voulait savoir si j'avais déjà ton numéro. Elle a entendu parler du fonds de bourse d'études. Elle pense qu'elle pourrait peut-être demander une subvention pour difficultés financières. J'ai laissé échapper un court rire cynique. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tyler m'a regardé dans les yeux. Je lui ai dit que je n'avais pas ton numéro et je lui ai dit d'arrêter de m'appeler au travail. J'ai souri. Un vrai sourire sincère. Bien joué. Elle ne changera jamais, John, a dit Tyler. Je le vois maintenant. Papa est juste. Ils vivent dans leur propre monde, mais nous n'avons pas à vivre là avec eux. Non, ai-je dit, nous n'avons pas à le faire. Nous nous sommes serrés la main. La prise était ferme.
Je l'ai regardé partir vers son camion, un vieux Ford, mais propre. Il reconstruisait sa vie brique par brique, tout comme Harold avait construit la sienne, tout comme je construisais la mienne. J'ai levé les yeux vers le bâtiment. J'ai regardé la plaque. J'ai regardé le ciel. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas senti le poids fantôme des sacs poubelles dans mes mains. Je n'ai pas senti la pluie froide du porche. Je me sentais au chaud. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci. Votre valeur n'est pas conditionnelle. J'ai passé les 13 premières années de ma vie à croire que si j'étais juste plus intelligent, plus calme ou moins cher, mes parents m'aimeraient. Je pensais que leur rejet était mon échec. Ce n'était pas le cas. Il existe un concept psychologique appelé l'estime de soi conditionnelle. C'est le piège de croire que l'on ne compte que si l'on répond aux normes impossibles de quelqu'un d'autre. Mes parents m'ont mis dans ce piège et ils ont essayé de m'y maintenir même après que je me sois échappé. Mais Harold m'a appris l'antidote, les limites. Le pardon ne signifie pas laisser des personnes toxiques revenir dans votre vie pour vous blesser à nouveau. Le pardon est quelque chose que vous faites pour vous-même pour couper l'encre afin de pouvoir naviguer. La réconciliation est un choix, pas une obligation. J'ai choisi d'ouvrir la porte un peu pour Tyler parce qu'il a assumé ses actes. J'ai choisi de maintenir la porte verrouillée pour Sandra et Richard parce qu'ils voulaient seulement cambrioler la maison. Vous avez le droit de choisir votre famille. Vous avez le droit de définir votre propre valeur. Et vous avez le droit de dire non, même aux personnes qui vous ont donné la vie. C'est l'histoire la plus difficile que j'ai jamais eu à raconter. Mais lire vos commentaires m'a fait me sentir moins seul. Je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que j'ai eu raison de donner une seconde chance à Tyler tout en coupant les ponts avec mes parents? Ou aurais-je dû les quitter tous? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, la seule personne à qui vous devez prouver quoi que ce soit est celle dans le miroir.